Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Ce matin, parlons vrai avec Sabrina Agresti-Roubache, qui est secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Le quartier du chemin bas d'Avignon. À Nîmes. À Nîmes. Entre 7 et 8 000 habitants. 8 000 habitants à peu près dans le quartier. Un homme tué devant son fils de 8 ans il y a 2 semaines. La violence liée au trafic de drogue est quotidienne, jour et nuit. Les habitants veulent fuir le quartier. Les parents hésitent à envoyer leurs enfants à l'école ou au collège. La population se terre. Les aires de jeu sont vides. Les commerces ferment. Les professeurs se mettent en arrêt maladie. Tout à fait. Comment vivre encore dans ce quartier? Et savez-vous ce que demandent les habitants? Que demandent-ils? L'intervention de l'armée? Alors, j'avais déjà répondu, alors je vais répondre à votre question de manière très simple et pragmatique. Justement, comme je viens de là, je connais ça mieux que personne. La première chose, c'est que l'État, la République, n'abandonnera jamais aucun quartier. Le quartier est déjà abandonné, pardon. Alors, on va reprendre. Non, mais on reprend la main comment? On reprend la main comment? La première chose, c'est la sécurité. On en parlait juste avant. De mettre des moyens massifs, comme on l'a fait sur Marseille. Vous savez, de pilonner les points de deal, de pilonner, c'est-à-dire, pilonner, c'est quoi? Pilonner, c'est de mettre des moyens, des effectifs de police inédits dans un endroit, un quartier qui a des problèmes exceptionnellement difficiles. Donc, on fait quoi? On met la CRS 81. Vous imaginez? Je comprends ce que je vous dis. Oui. Vous comprenez ce que je vous dis? On en est là. Sécurité, on met de la sécurité de partout, du bleu. Bon, quand j'avais dit je veux du bleu de partout, on m'était tombé dessus. Oui. Donc, ça, c'est la première chose. Mais la réalité, c'est qu'on met la police pendant 2 mois et qu'au bout de 2 mois, elle n'est plus là. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. On ne les laissera pas. C'est ce qui se passe dans ce quartier dans tous les cas. On reprend la main. Jean-Jacques, les parents se rendent aujourd'hui devant la préfecture du Gard pour manifester, pour protester. Et ils ont raison. Ils ne peuvent plus vivre dans ce quartier. On va reprendre les choses. Ils demandent l'envoi de l'armée. Est-ce qu'un jour on peut envisager d'envoyer l'armée? Moi, je considère que l'armée, j'avais déjà répondu là-dessus, je considère que l'armée, c'est fait pour nous défendre de l'extérieur. On ne se défend pas à l'intérieur avec l'armée. La police, la gendarmerie est là pour ça. Donc, si vous me permettez, juste je réponds de manière très pragmatique et claire. Investir massivement par la police, donc faire investir ce quartier massivement par la police, pour que les habitants, pour que les professeurs, pour que tout le monde se sente en sécurité. Ça, c'est la base. C'est la première chose qu'on doit faire. La deuxième chose, c'est de réinvestir aussi l'école. On fait des tas de choses sur, par exemple, les cités éducatives. Donc moi, je pense aussi qu'il faut un soutien massif à ces professeurs. Qu'est-ce qu'avait dit aussi Nicole Belloubet? Et ça reviendra peut-être sur un sujet qu'on abordera plus tard. De dire, les professeurs, les directeurs, tous ceux qui se sentent en danger, qui sont soumis à des menaces de mort, protection fonctionnelle, avec des brigades académiques mobiles. Ça, c'est un package. Il faut tout aborder de manière holistique. Parce que le problème, c'est que si je vous réponds que sur la police, vous avez raison, vous allez me dire, et on fait quoi du reste? Oui. Ça, donc, la sécurité en premier. Mettre des moyens massifs, comme nous l'avons fait à Marseille, comme on le fait à Marseille, et ça marche, parce que quand je dis ça marche, on arrive à arrêter des points de deal. Les points de deal, arrêtez, moi je m'exaspère quand j'entends, oui mais vous arrêtez des points de deal, et puis il y a le reste qui va pas. Mais en attendant, c'est de la tranquillité publique. Si on arrive à éteindre un point de deal, déjà on récupère la tranquillité. Il s'installe un peu plus loin. C'est pas vrai. Et si, non, c'est pas vrai à Marseille, c'est 60, non, c'est pas vrai. Okay. C'est pas, non, ça c'est factuellement alors, faux. Pas vrai. Moins 70% de points de, non, moins 70 points de deal en moins à Marseille. C'est factuel. Et que vous disent les gens? C'est ça qu'on veut. Quand je parle de vidéoprotection, non mais juste je finis sur la sécurité. J'ai chez moi le FIPD qui est le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance. 25 millions d'euros pour pouvoir mettre des caméras de partout. Mais les caméras, qui autorisent à mettre une caméra? Le maire. Les maires sont ceux, comme les permis de construire, qui donnent l'autorisation. Est-ce que je vous explique là devant vous, et que les auditeurs comprennent bien, que j'ai parfois, très souvent même, des fonds qui ne sont pas utilisés. Parce que des maires n'installent pas des caméras. Absolument, ils refusent pour des raisons. Pourquoi rendre obligatoire l'installation? Pourquoi ne pas rendre obligatoire l'installation? Justement, on viendra sur la grande stratégie, la nouvelle stratégie de la prévention de la délinquance, dans laquelle on réfléchit à cela, avec des élus locaux. À rendre obligatoire l'installation de caméras? Pas obligatoire, mais honnêtement, d'essayer d'expliquer quand même aux élus qui s'opposent, de leur dire, c'est pas pour se faire plaisir qu'on met une caméra, on met une caméra pour une chose, protéger en premier,
premier, prévenir en 2, et en 3, permettre à la police, donc au judiciaire, de mener des enquêtes, parce que les images de caméra aident énormément les enquêtes sur le plan judiciaire. Bon, je vais revenir effectivement sur la prévention de la délinquance, mais terminons avec le trafic de drogue. Vous avez lu les déclarations du procureur de Marseille ce matin. Lui dit il faut absolument des tribunaux spéciaux pour juger les trafiquants de drogue. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que j'en avais déjà parlé avec lui la semaine dernière. J'étais à Marseille et j'étais en entretien avec lui. Des tribunaux spéciaux. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement envisage de mettre en place des tribunaux spéciaux? C'est au garde des Sceaux de répondre en réalité à cette question. Oui. Mais si moi je dis oui, mais je ne suis pas garde des Sceaux. Non, et par contre, notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui connaît ce sujet mieux que personne. La réalité, c'est que quand j'avais dit pas de consommateur, pas de dealer, je l'avais dit sur votre plateau, à votre antenne, on m'était tombé dessus. Donc je dis pas de consommateur, d'accord, mais il faut travailler alors sur les conduites addictives et sur la prévention de la délinquance, parce que le but, c'est d'empêcher que ça arrive. La deuxième chose, quand le procureur de la République de Marseille dit ça, pourquoi? Parce que les procédures sont tellement longues qu'on en arrive à devoir libérer des trafiquants parce que leur mandat de dépôt est dépassé, qu'on est obligé de les laisser partir. Donc, c'est pas acceptable. Et l'autre chose, pourquoi? Parce que le trafic de drogue bat des records, pas qu'en France. Pas qu'en France, c'est mondial, le problème est mondial. Et quand je parle de désarmement financier massif des trafiquants de drogue, je dis, du moment que l'argent est sorti du quartier, après on a beaucoup de mal à le retracer. Donc il faut revenir à la base de ce qu'est le trafic, c'est-à-dire revenir dans le quartier. Quand j'ai demandé au garde des Sceaux de lui dire, tu vas travailler sur le sujet des repentis de manière globale, avec un projet de loi. Je souhaite, et je vais le faire avec lui, un statut du repenti pour les mamans nourrices. C'est quoi une maman nourrice? C'est celle qui garde de manière contrainte, dans la très très grande majorité des cas, la drogue pour les trafiquants. Déjà, on fait mal là où on doit faire mal. L'autre chose, c'est que il nous faut de l'information. Qui connaît mieux les trafiquants que ceux qui vivent dans les quartiers? Pour libérer la parole, il faut protéger les gens. Et tant qu'on n'accepte pas de faire un statut plus que protecteur pour les gens qui ont envie de parler, parce que la réalité, ils ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. On est bien d'accord pour juger les trafiquants. Première mesure, statut du repenti, mesure indispensable. Et puis changer la loi peut-être. Créer un crime, un délit de traite d'êtres humains. Le procureur de la République de Marseille. Et moi, je suis d'accord. Parce que quand vous avez des adolescents... Ça serait quoi? Pourquoi on parle de traite d'êtres humains? Est-ce que vous pensez que c'est acceptable en 2024, là on est tous les deux en 2024, que des enfants très jeunes, de plus en plus jeunes, soient pris par les réseaux de stupes, comme on dit, des trafiquants de drogue, qui sont sans foi ni loi, et c'est de pire en pire. C'est-à-dire, quand j'ai dit de pire en pire, ils utilisent, c'est de la chair à canon pour le trafic de drogue. Ils créent des dettes fictives chez les familles pour pouvoir utiliser les filles à la prostitution et les garçons en bas pour en faire des choufs. Est-ce que c'est pas de la traite d'êtres humains? Oui, c'est de la traite d'êtres humains, et je porte ce sujet, c'est-à-dire que je suis tellement nous permettre au moins de réfléchir. Et moi, j'étais parlementaire, je suis députée de Marseille. Je crois beaucoup au travail du Parlement sur ces sujets. Il faut absolument maintenant que les députés aussi se saisissent de ce sujet gravissime et travailler avec l'exécutif, évidemment. Et encore une fois, le garde des Sceaux, j'en suis sûr, portera ça de manière parfaite et hyper efficace. Et alors, la prévention de la délinquance, vous en parliez tout à l'heure, prévention de la délinquance, concertation, conclusion de ces concertations au mois de mai. Beauvau de la prévention de la délinquance. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Alors, qu'est-ce qui se passera ensuite? Moi, je fais une concertation avec plusieurs pans. 1, les élus. 2, les habitants. 3, les préfets. Je dis quoi? Ça fait 30 ans qu'on n'entend plus parler de prévention à aucun niveau, ni sur les conduites addictives, la drogue, ni sur la délinquance tout court, c'est-à-dire le bas du spectre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a le haut du spectre. Le trafic de drogue, c'est Gérald Darmanin. Moi, j'ai le bas du spectre, la prévention de la délinquance. Donc, j'ai décidé une rénovation de la stratégie, une nouvelle stratégie de la prévention de la délinquance, en concertation avec les 3 pans dont je vous parle. Et c'est quoi? Par exemple, on parle tout le temps des agresseurs, on ne parle jamais des victimes. Je souhaite, sur peut-être le modèle de la Mivilude, on en parlera, c'est sur les dérives sectaires, la mission interministérielle de vigilance, de lutte contre les dérives sectaires, d'accompagnement spécifique des victimes de la délinquance du quotidien, sur le plan psychologique, sur le plan administratif. Les gens sont laissés livrés à eux-mêmes quand il arrive quelque chose de grave. Ça, c'est la première chose. Donc, un meilleur accompagnement spécifique des victimes. 2, les conduites addictives. Quand je vois certaines associations qui expliquent que la drogue, c'est festif. Non, la drogue, c'est pas festif. Ça détruit des êtres humains, ça détruit des vies et ça détruit des familles. Donc, revenir
pareil à la base, chez les plus jeunes, sur de la prévention. Moi, j'ai 47 ans, j'ai connu la prévention à l'époque sur le sida. Et ça a marché. C'est-à-dire que les politiques de prévention nous font gagner beaucoup de temps, sauvent des vies et font faire aussi... il va falloir travailler sur le décrochage scolaire, évidemment. Il va falloir travailler sur les réseaux sociaux aussi, évidemment. C'est une évidence. Alors, le président de la République avait lancé le dédoublement des classes. Ça marche, non mais de manière... Ça fonctionne. Les cités éducatives, il avait lancé à Marseille. C'est quoi les cités éducatives? Ça permet à l'école de s'ouvrir vers les parents et vers les associations en un travail commun avec les élus pour permettre aux enfants d'être accompagnés de leur première heure d'école jusqu'au soutien scolaire, ce qu'on appelle le soutien scolaire. Je mets 29 millions d'euros cette année, en 2024, pour appeler à leur généralisation. C'est le souhait du président de la République. Et c'est quoi? C'est de permettre, je donne des moyens, c'est sonnant et trébuchant, à des associations, à la communauté éducative pour mieux accompagner les élèves. Donc oui, vous avez raison, ça passe par l'école. L'école, c'est quand même le sanctuaire de notre République, ce qui fait ce que nous sommes, l'école. Bon, je l'ai dit 10 fois, donc je le redis encore. Conclusion au mois de mai, prévention de la délinquance, conclusion au mois de mai, et ensuite, et peut-être un projet de loi ou non? Non, je vais vous dire... Rien. Non, je pense que des mesures fortes, honnêtement, par du réglementaire, par décret, pour créer des missions, absolument. Je pense qu'on n'a pas besoin de législatif sur la prévention. Un nouveau délit de provocation à l'abstention de soins médicaux. Article 4. Article 4, là vous soutenez? Ah ben oui, je soutiens, c'est mon texte. C'est votre texte, bah oui, c'est mon texte. Dites-moi, est-ce que Raoult est un gourou? Est-ce que Raoult est un gourou? Raoult a été un grand professeur, c'est pas à vous que je le dis. Ça a été un grand professeur de médecine. L'IHU de Marseille, c'est connu mondialement. Raoult était connu pour ses travaux à l'international sur tout ce qu'il a fait sur notamment les virus. Ça, c'était son truc. Moi, je suis pas une spécialiste. Par contre, est-ce qu'il a une communauté qui le suit? Oui. De toute évidence. Après, est-ce qu'il se comporte comme un gourou? De toute évidence, il a une communauté. Quand il a appelé à voter, et moi, je me suis fait soigner à l'IHU quand j'étais malade. Mais oui, vous l'avez soutenu. Non, je ne l'ai pas soutenu. J'ai été malade. Non. Comment vous l'avez pas soutenu? 18 mars 2020, je rentre à l'hôpital, je suis asthmatique, je suis dans un état... Vous avez été traité à l'hydroxychloroquine. Oui, mais à l'époque, je vous rappelle quand même que l'état de nos connaissances scientifiques n'était pas les mêmes que maintenant. Donc c'est facile de me faire ce procès, puisque... Mais je vous fais pas ce procès. Non mais, je pas à vous. Pas ce procès, Sabrina. Mais ce que je dis, c'est que le médicament que j'ai pris, j'avais pris vous en avez pris. J'en ai pris, et j'ai pris du Zitromax. Enfin, excusez-moi. Inefficace et dangereux, hein. Oui. Aujourd'hui, on sait que c'était inefficace et dangereux. Est-ce que je suis devant vous? Voilà. Donc moi, je ne suis pas médecin. La seule chose que je sais... Je ne l'ai pas soutenu. Non, mais arrêtez de dire soutenu, c'est faux, Jean-Jacques Bourdin. J'étais malade, on était le 18 mars 2020, tout le monde était paniqué, rappelez-vous de la pandémie mondiale. C'est facile de dire ça maintenant, en 2024, on a des connaissances scientifiques suffisantes pour savoir ce qui est bon et ce qui est moins bon. La preuve, j'ai fait moi-même, j'ai fait tous mes vaccins, j'ai vacciné ma fille, j'ai fait la campagne de vaccination où je suis allée voir tout le monde en disant il faut absolument se vacciner, et je pense que la rupture avec Raoult, elle est là. Quand le jour où il a commencé à dire, et dans les quartiers nord de Marseille, ça s'est senti, il a dit non, le vaccin va servir à rien. Là, je vous garantis qu'une partie des Marseillais... Vous avez changé d'avis tout de suite? Non, j'ai pas changé d'avis. Oui. C'est pas que j'ai changé d'avis ou pas. Je n'avais pas d'avis, je ne le connaissais pas. Voilà, je recommence. J'étais une patiente. N'oubliez pas que c'était un parcours patient que je racontais. Moi, je faisais pas de politique, je suis pas une scientifique, je racontais... On m'a interviewé sur un parcours patient et c'est ce à quoi j'ai répondu. Bon, la dette... la dette... Pas la dette, la chute surprise des recettes fiscales. Vous avez vu ça? Oui. Hein? Est-ce que le gouvernement, qui cherche 10 milliards d'euros, va ponctionner les crédits alloués à la sécurité? Non, alors... Pas du tout. C'est Gérald Darmanin qui devra évidemment y répondre. Vous imaginez bien que si vous posez la question à la secrétaire... Moi, vous savez, c'est toujours pareil. Vous êtes quand même... Oui, mais je ne suis pas responsable du budget du ministère de l'Intérieur. Merci. C'est vrai. J'aimerais bien juste qu'on puisse m'interviewer sur ce qui relève, donc, pour les questions au gouvernement, de ma compétence. De vos contre-compétences. Je peux vous parler des crédits villes. On ne touchera pas vos crédits. Mes crédits, alors non, regardez, le crédit sur les budgets de la ville, c'est 50 millions en moins, dont 33 millions de dégel que je n'aurai pas, donc le dégel est parti, et 17 millions à trouver, je les ai trouvés, puisque l'année dernière, n'étant pas la dernière, des naïves, j'avais sanctuarisé et un peu anticipé sur les crédits qu'il me restait pour pouvoir compenser une baisse qui s'annonçait. Bien. Candidate à la mairie de Marseille ou pas? Marseillaise pour la vie. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous avez envie de ça? Je sais pas. Je vous réponds. Vous ne savez pas? Je sais pas encore. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'adore ma ville. J'ai pas besoin de l'expliquer tout le temps.
La seule chose dont je suis certaine, j'ai la charge du Marseille en grand. Oui. Ça, c'est une réalité. Oui. Le plus grand. Qui patine un peu parfois, ma femme. Non, ça patine. Non, pas du tout, non. J'ai vu la Cour des comptes. Hein. Oui, objectif, méthode, calendrier non défini. C'est un rapport d'étape. Ça s'est arrêté au 23 décembre. Absolument. Non, mais je sais. 23 décembre, avant que je sois nommé, avant que je monte au gouvernement. Par les querelles politiciennes locales. C'est de ma faute ? Non. Ah voilà, très bien. Mais je sais tout ce que je voulais savoir. Je suis arrivée, alors moi si vous me permettez, je réponds sur Marseille et vous comprendrez parfaitement où je veux en venir. Le Marseille en grand, c'est quoi ? C'est le plus grand plan de sauvetage d'une ville de la 5e République. Le président de la République a investi massivement, c'est 5 milliards d'euros, 1 milliard pour les écoles, 1 milliard pour les transports, 500 millions pour la PHM, enfin, et on arrive à 5 milliards. La réalité, c'est que quand j'ai été nommé et que le président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, me donne la charge de Marseille en grand, c'est quoi ? D'avoir des objectifs, notamment, regardez, 650 millions pour l'ANRU, avec 10 projets de rénovation urbaine. Je suis arrivée et j'ai dit, je l'ai dit dans la Provence, je viens siffler la fin de la récré. Ça veut dire quoi ? Maintenant, on se met tous à travailler. Et le seul but, c'est de changer la vie des gens. Mis à travailler. Moi, ça commence... Non, honnêtement, alors je vais vous répondre. La dernière fois, j'étais à Calisthée avec Samia Ghali, qui est un quartier très compliqué, où elle m'a interpellé sur la DHUP. Oui. Où on devait faire un compil avec les habitants. J'ai répondu présente, j'y vais toutes les semaines. Toutes les semaines, je suis à Marseille pour faire des points d'étape hebdomadaires sur le plan Marseille en grand et pour finir sur Marseille. Toute ma vie, j'ai pas attendu d'être ministre et j'ai pas attendu d'être chef d'entreprise. Je me suis occupée de Marseille et des Marseillais. Moi, qu'est-ce qui compte pour moi, si vous me demandez ? C'est de continuer à vous occuper de Marseille. Quel que soit celui ou celle à qui on attribuera la réussite du plan Marseille en grand, tant mieux si ça change la vie des gens. C'est tout ce qui compte. Et tant mieux si ça lui sert pour 2026. Si ça sert la vie des gens, et tant les mieux. Habitants, et les habitants. Moi, vous savez, j'oublie jamais ceux pour qui, ceux que je sers. Qui je sers avec le Marseille en grand ? Les Marseillais. Point. Bon, vous êtes aussi ministre de la Citoyenneté. Campagne LFI pour encourager à l'inscription sur les listes électorales. Vous avez vu ça ? J'ai répondu hier à Antoine Léaumont. Oui, j'ai vu. Alors, vous proposez une campagne d'inscription sur les listes électorales. Moi, je l'ai fait il y a 20 ans. Cette idée LFI, je pense, comment ? Honnêtement, je pense que c'est une bonne idée parce que je pense... Cette affiche, c'est une bonne idée. De dire non. Vous parlez de leur affiche ? De leur affiche, non, pas de leur affiche. Moi, je parle de la question d'Antoine Léaumont hier. Oui, mais leur affiche. Non. Leur affiche, je ne l'ai pas vue. Je suis désolée, j'ai pas eu cette curiosité. Mais j'ai déjà répondu sur le fond. Oui, mais bon, enfin, elle est de partout. Mais elle est partout sur les réseaux sociaux. Voilà. Notamment. Oui, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ça n'aura échappé à personne. Je ne les ai pas sur. Non, mais juste pour finir, sur les campagnes d'inscription sur les listes électorales. Je pense que c'est très important d'inciter les gens à aller s'inscrire. Votez ce que vous voulez, mais allez voter. On est une grande démocratie et c'est ça l'expression. Campagne de sensibilisation. De sensibilisation pour s'inscrire sur les listes électorales. Des jeunes, des moins jeunes. C'est ce qui va être fait ? Moi, j'ai envie qu'on le fasse. Moi, en tout cas, j'ai envie qu'on le fasse. Et pour le coup, je suis assez en phase avec Antoine Léaumont, je le répète. L'imam tunisien Majoubi, encore un gardois, malheureusement, imam de Bagnols-sur-Cèze, installé à Bagnols-sur-Cèze, il est tunisien, il n'est pas du tout. Alors, expulsion validée par la justice. Grâce à la loi immigration qui est passée au mois de décembre. Pas que grâce à la loi immigration. Attention, Attention. Quand même. L'article L631-3 du Code de l'entrée du séjour des étrangers s'est appliqué. Tout à fait, on est d'accord. Avant la loi. Il existait, mais qu'est-ce qui a permis cette loi de pouvoir l'expulser au bout de 12 heures et que les magistrats, quand ils se sont prononcés sur l'expulsion, leur réponse a été ferme et définitive. 8 enfants. Dont certains ne sont pas français. Absolument. Sa seconde femme n'est pas française. Dites-moi, le regroupement familier en Tunisie, ça pourrait exister, non ? Tout à fait, mais... Moi, si vous voulez que je vous réponde sur l'imam Majoubi, qu'est-ce qu'on a fait ? Au bout de 12 heures, puisqu'il a été, il a parlé de la charia, en disant que la charia était au-dessus des lois de la République. De deux, il a expliqué que les musulmans devaient absolument s'attaquer aux juifs parce que c'était dans le Coran. C'est une honte même d'entendre. Enfin, je me demande même, vraiment, comment ça peut arriver maintenant. 3, il explique que il ne reviendra les femmes... jamais en France. Je le souhaite de tout mon cœur et j'en suis convaincue parce que maintenant on a un arsenal quand même législatif qui permet, regardez, au bout de 12 heures il est expulsé. Il y a quelques mois, j'aurais été interviewée. Vous m'auriez interviewé en me disant il est revenu au bout de 2 jours. Femme, ses enfants vont souhaiter voir leur père. Écoutez, la justice fera son travail. On ne fait pas des lois pour se faire plaisir. Je le rappelle, moi je ne fais pas des lois pour me faire plaisir. On fait des lois pour que ce soit efficace et pour qu'on réponde à une demande de nos concitoyens. Qu'est-ce qu'ont demandé les Français ? Rappelez-vous, j'étais venue le dire
chez vous. C'est une loi extrêmement populaire. Qu'est-ce que voient les Français? Que cette loi, justement, entre autres, a permis d'expulser quelqu'un qui n'était pas non seulement en phase avec les valeurs de la République, mais qui était contre nos valeurs de la République. Et là, par contre, je dis, pas de quartier, j'ai pas changé d'avis. Pas de quartier. Pas de quartier. Il reste en Tunisie. Il reste en Tunisie. Et sa famille le rejoint en Tunisie. Et la justice fera son travail. Et comme d'habitude, moi je fais énormément. Et sa famille le rejoint en Tunisie. Si la justice dit ça, je suivrai. Comme la française que je suis de base. Je respecte toujours les décisions de justice et je ne les commente jamais. Bien. Vous avez vu les principaux de collège et proviseurs de lycée. Paris, la région parisienne et pas que en France sont inquiets. Ils sont inquiets. Vous avez vu ce qui s'est passé au lycée Ravel. Ça m'a pas échappé. Que répondez-vous? Que leur répondez-vous? Je leur réponds deux choses. La communauté éducative et les agents publics ne sont pas seuls. On est là. On met des moyens. Quand je vous parlais tout à l'heure de la protection fonctionnelle et des brigades académiques mobiles que Nicole Belloubet a annoncé, évidemment qu'ils ne sont pas seuls. L'inquiétude, je la ressens, je la comprends. Donc ça veut dire quoi? Que chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat. La jeunesse a changé. On se retrouve, rappelez-vous les débats sur les sujets de la société plus violente. Rappelez-vous les émeutes urbaines. Les émeutes urbaines, les enfants avaient entre 13 et 15 ans. 40% avaient entre 13 et 15 ans. Donc je dis que il faut soutenir massivement l'école et massivement les proviseurs. On peut parler de la laïcité, de la jeune fille qui a refusé d'enlever son voile, où le proviseur a été menacé de mort sur les réseaux sociaux. On l'a accusé d'avoir frappé, ce qui est faux. Absolument. Et ce que je vois aussi, c'est que la loi de 2021, confortant les principes de la République, permet d'avoir une décision par les magistrats de comparution immédiate. Il y a des avancées. Vous savez déjà, si on réussit à appliquer la loi telle qu'elle est, on a des résultats. La plateforme Pharos, sur laquelle on peut faire aussi des signalements. La réalité, c'est que, regardez, la sécurité, c'est même dans les écoles, c'est de partout. Tous les pans de la société sont concernés par la violence ambiante. Bien, Sabrina Agresti-Roubache, mais ils ne sont pas seuls. J'ai une dernière question sur les Jeux Olympiques, des places réservées aux enfants des quartiers populaires des villes. Oui. C'est prévu, ça? Oui, j'en ai, alors, si vous me permettez juste, 15 000 sur les politiques de la ville, 5 000 sur le pôle citoyenneté. Donc 20 000 en tout. 20 000 en tout. J'ai décidé d'accorder sur mes crédits, le programme 147, pour les plus techniques, de prendre 3 millions d'euros uniquement pour les quartiers prioritaires, pour les enfants des quartiers prioritaires, pour les loger, pour les déplacer, pour les faire dormir. Je veux que les enfants des quartiers prioritaires... Des campagnes, c'est ma collègue Dominique Faure. Moi, c'est pas chez moi. Donc, encore une fois, moi, je veux bien vous répondre. C'est les quartiers, c'est les villes. Moi, vous me posez la question sur les quartiers prioritaires, je vous réponds ce que j'ai fait, et ça sera, ces 3 millions d'euros, juste Jean-Jacques Bourdin, si vous permettez, seront à la main des préfets, en phase avec les élus locaux et les associations. Et les appels à projets ont été lancés. Vous avez vu l'affiche, là, parce que ça crée une petite polémique, l'affiche officielle des Jeux Olympiques cet été à Paris. Vous avez vu la petite polémique? Oui. La croix au sommet du dôme des Invalides qui a disparu, sacrilège. Volonté d'effacer tout signe de chrétienté dans ce pays? Non, je pense qu'il y a une volonté de... Je sais pas. Honnêtement, j'ai vu l'avant, j'ai vu après. S'ils ont pensé que c'était bien... Que pensez-vous de cette polémique? Pour moi, ça n'existe pas. Enfin, vous savez, tout est polémique maintenant. Je dis une virgule de travers, c'est une polémique. Je viens vous expliquer, par exemple, qu'il faut ou pas expulser la famille de l'imam qu'on a expulsé nous-mêmes. Ça devient une polémique. Tout est polémique. La polémique, je m'en fiche. Moi, ce qui compte, franchement... Mais expulser la famille, là, vous êtes d'accord, hein? Non, mais évidemment, la justice fera son travail. Et dans le cadre, évidemment, si lui, il a été expulsé. Au bout de 12 heures, je le rappelle, c'est très important. 12 heures expulsé. La famille, c'est un sujet, c'est entre les mains de la justice. Et encore une fois, ces polémiques ne m'intéressent pas. Moi, ce que j'aime, c'est la vraie vie. C'est ce que je fais de concret sur mes portefeuilles. Parce que vous savez, j'aime beaucoup qu'on m'interroge sur plein de sujets. Je ne suis pas spécialiste de tout. Parce que être spécialiste de tout, c'est être spécialiste de rien. Merci Sabrina Agresti-Roubache d'être venue nous voir ce matin à 8h58. Sud Radio. Après les infos de 9h, vous réagissez évidemment. 0826 300 300.